Voilà, donc je vous propose qu'on démarre gentiment en fait dans les contenus de cette conférence, donc qui parle des 6 leviers de la conduite d'équipe. Donc pour planter le décor, à propos du thème qui nous intéresse ce soir, je me suis dit que ce serait intéressant de revisiter un peu le contexte dans lequel ces managers, en particulier les managers de proximité, sont amenés à œuvrer. Alors, ils sont généralement en face de 2 grandes catégories de personnes et d'attentes différentes. Il y a d'une part la hiérarchie, donc tout ce qui est les dirigeants en fait dans l'entreprise qui ont des attentes vis-à-vis des équipes. Et puis le manager de proximité doit aussi faire face en fait aux attentes que l'équipe peut avoir vis-à-vis de l'entreprise. Et puis, naturellement, le manager de proximité est là pris un peu entre 2 feux, pris en sandwich pour gérer en fait ces différentes attentes. Alors, sans avoir la prétention d'être exhaustif sur les attentes, dans l'expérience professionnelle que j'ai, en écoutant à la fois les personnes, les membres des équipes, mais aussi en écoutant les membres de la direction, en gros, on trouve en fait les attentes que j'ai mentionnées ici, que vous voyez apparaître à l'écran. En fait, des attentes des dirigeants très centrés sur, évidemment, c'est normal, les résultats opérationnels, parce que c'est ceux-là qui vont être déterminants pour la pérennité de l'entreprise ou de l'organisation. Mais ils ont aussi des attentes vis-à-vis de l'équipe en termes d'autonomie, en termes de prise d'initiative, de polyvalence, d'agilité, etc. Donc, des attentes qui peuvent parfois être assez élevées dans des contextes qui sont difficiles. J'aimerais juste souligner au passage que ces différentes attentes, en fait, on ne peut pas simplement décréter, par exemple, si je prends l'autonomie, on ne peut pas juste décréter que les gens doivent être autonomes et qu'ils le sont. Donc, ça va être au manager de proximité de mettre en place plein d'éléments, puis qu'on verra ce soir, en fait, qui vont permettre de développer cette autonomie. De la même façon, les résultats opérationnels, ils ne vont pas se décréter. Il va falloir en fait mettre en œuvre des leviers et qui permettront d'atteindre ces résultats opérationnels. On peut dire à peu près la même chose de chacune de ces attentes. Puis maintenant, si on pose le regard en fait sur les attentes des équipes ou des membres d'une équipe, on entend souvent effectivement un besoin de reconnaissance, des attentes qui sont liées à ouais, on ne sait pas où on va, ou on ne sait pas comment on y va, etc. Des attentes aussi pour des possibilités de développement sur le plan professionnel dans son milieu de travail, etc. Donc là aussi, ce sont des attentes sur lesquelles on ne peut pas agir, on ne peut pas décréter la reconnaissance puis les gens se sentent reconnus. Donc il va falloir faire quelque chose pour que les gens puissent se sentir reconnus et du coup répondre à ces différentes attentes. Et comme je disais en fait au début, ces managers, ils vont être un peu pris en sandwich entre 2 feux. Comment je vais faire pour concilier à la fois les attentes des dirigeants et de ma hiérarchie et comment je vais aussi préserver les attentes de l'équipe. Parce que si je ne le fais pas, l'équipe va plus s'impliquer, donc difficulté de réaliser les résultats opérationnels attendus. Donc, il y a quelque part une posture un peu délicate de tout en fait, le système de commandement d'une organisation. Et quelle que soit la position hiérarchique qu'on occupe dans cette hiérarchie, on est tôt ou tard confronté à cette difficulté. Même une direction générale peut être amenée à avoir des attentes, à devoir répondre à des attentes d'un conseil d'administration ou d'actionnaires. Et du coup, voilà, ils sont aussi pris en sandwich entre leur base et leur propre hiérarchie. Donc, en fait, toute cette discussion qu'on pourrait développer, en fait, autour de la posture et de la position que ces managers vont avoir, en fait, se manifeste à peu près à n'importe quel échelon de la hiérarchie, tôt ou tard. Simplement que je dirais qu'il y a un public qui est un peu plus vulnérable dans tout ce système, c'est tous ces cadres de proximité qui sont en fait les cadres intermédiaires, qui n'ont pas eu nécessairement de formation de management et ils ont été placés dans leur poste parce qu'ils étaient bons techniciens, parce qu'ils étaient bons employés et on s'est dit parce qu'ils sont bons, on va les mettre dans un poste où ils vont diriger.
Et malheureusement, on le constate en fait à de nombreuses reprises, ce sont des personnes qui tout d'un coup se trouvent un peu déstabilisées et ne savent pas exactement comment faire pour faire face en fait à ces conflits d'intérêts parfois entre les attentes des dirigeants et les attentes des membres de leur équipe. Et du coup, les 6 leviers du management ou 6 leviers de la conduite d'équipe sont justement un modèle de réflexion qui permet à des personnes qui ne sont pas nécessairement formées au management d'avoir des repères intéressants. Alors pour compléter, je dirais, ce cadre ou cette photo du manager de proximité, je me suis aussi amusé à synthétiser en fait quelles sont les grandes fonctions qu'on attend d'un manager ou quels sont les rôles du cadre en entreprise. Alors bien sûr ici ça n'a pas non plus la prétention d'être exhaustif, mais en gros j'ai pu catégoriser 4 grands items. Il y a une première fonction qui est une fonction dite de production, c'est-à-dire qu'un cadre est là pour s'assurer que les résultats sont atteints, que les objectifs ont été fixés et ils sont respectés. Et du coup, on est vraiment dans une fonction ici purement de production. Alors, quel que soit le poste qu'on occupe, on pourrait être un comptable, par exemple, ou un RH, on doit aussi produire des choses. Et donc, c'est cette fonction de production qui est attendue en premier de la part du cadre en entreprise. Et bien sûr, lui-même doit produire quelque chose, mais il doit s'assurer que sa propre équipe est aussi en mode production. Donc ça, c'est une première fonction. La deuxième fonction, c'est une fonction plutôt d'organisation, c'est-à-dire cette production, elle ne va pas se faire toute seule. Il faut bien organiser le travail, distribuer les rôles, planifier en fait les activités, gérer des processus, prioriser les tâches, etc., etc. Et du coup, c'est toute une fonction d'organisation autour du travail et de poser en fait le cadre de la collaboration au sein des équipes. La troisième fonction est une fonction que j'appelle ici de régulation. Alors, un manager, bien sûr, il n'a pas affaire à des robots, il a affaire avant tout à des humains. Et puisqu'il a affaire à des humains, il y a des sensibilités différentes au sein de l'équipe, il y a des intérêts parfois qui peuvent être divergents au sein des équipes, donc il faut réguler en fait toutes ces activités humaines ou sur le plan humain et typiquement, par exemple, gérer les tensions ou les conflits, motiver et impliquer les collaborateurs sont quelques exemples qui parlent en fait de cette fonction de régulation. Arbitrer, par exemple, c'est aussi une fonction de régulation. Et puis la dernière fonction que j'ai identifiée ici, c'est une fonction, je dirais, de communication qui aurait peut-être pu être mise avec régulation, mais je voulais donner une emphase particulière à cette fonction de communication parce qu'elle illustre bien en fait la position dans laquelle se trouve le manager de proximité. Il doit tout à la fois transmettre des informations qui lui sont données par sa hiérarchie, donc telles que par exemple la stratégie de l'entreprise ou de l'organisation, la vision, les directives qui doivent être communiquées et parfois adaptées ou déclinées dans les différents départements. Donc ça, c'est une communication qu'on appelle la communication descendante, mais il y a aussi toute la communication ascendante, donc faire remonter de l'information depuis la base jusqu'à la direction. Parce qu'effectivement, il y a un danger qui s'est déjà manifesté plusieurs fois, c'est que tout d'un coup, la direction se trouve coupée de sa base et puis n'ait plus les informations nécessaires pour faire son propre travail. Donc l'idée, c'est que le cadre intermédiaire est là justement pour assurer évidemment la transition ou le flux de ces informations de haut en bas, mais de bas en haut. Et puis on oublie parfois aussi, c'est un thème qui est assez actuel, de décloisonner en fait l'entreprise. C'est une préoccupation de décloisonner l'entreprise. Donc en fait d'assurer le flux d'informations aussi latéralement entre les différents départements. Donc il faut aussi assurer une communication qui n'apparaît pas ici dans mon schéma, mais dont je parle. C'est effectivement la communication qu'il faut assurer transversalement dans l'entreprise et non plus verticalement dans la hiérarchie. Donc en fait, le cadre joue un rôle clé dans tous ces rouages en fait, qui font qu'une entreprise fonctionne ou qu'une organisation fonctionne, et cette communication joue un rôle particulier. Alors bien sûr, voilà, c'est facile de le dire. Maintenant, quand on est en situation professionnelle, moi je l'ai aussi vécu, c'est vraiment parfois très compliqué.
d'accord? Parce qu'il n'y a pas tout qui a été pensé pour véhiculer en fait ces informations de façon fluide. Et il y a beaucoup d'obstacles en fait à cette communication, ça je vous apprends rien du tout. Alors justement, l'idée c'est de savoir en fait comment est-ce qu'un manager qui n'est pas formé ou pas nécessairement formé, parce que il est jeune et puis qu'on ne lui a pas donné de formation particulière en termes de management, comment est-ce qu'il voit en fait cette complexité dans son poste. Et j'ai essayé de le représenter ici par une petite image d'un nuage de mots qui sont en fait pour moi un peu ce que j'ai perçu chez les cadres quand ils doivent parler en fait de leur job, de leur poste de travail. Ils voient en fait une somme considérable d'injonctions, respecter les objectifs, quelle est la mission, les normes, ensuite comment est-ce qu'on va recadrer, comment est-ce qu'on tient compte du budget, des délais, etc., etc. Du coup, c'est une masse d'informations qui doit être gérée, qui est peu ou pas organisée. Il n'y a pas, je dirais, un modèle de réflexion qui est derrière, qui véhicule ces différents éléments pour le cadre de proximité. Donc, il se trouve un peu, souvent, c'est ce que j'ai pu constater, devant un peu un mur d'incompréhension où tantôt il essaye de fixer des objectifs, tantôt il doit tenir compte des délais, et puis tout n'est pas forcément bien coordonné. Donc l'idée de ces 6 leviers de la conduite d'équipe, c'est de savoir comment est-ce qu'on va mettre de l'ordre dans ces différents mots qui apparaissent maintenant dans ce nuage de mots. Donc on va visiter maintenant ces 6 leviers de la conduite d'équipe. Et puis, je vais passer un levier après l'autre. Et puis, à la fin, on pourra avoir un petit moment de partage et de questionnement autour de ces 6 leviers. Alors, le premier de ces leviers s'appelle en fait les finalités. Alors, je les ai d'abord mis dans un ordre qui n'est pas dû au hasard. Donc, on pourra aussi parler de cet ordre si nécessaire. Mais pour moi, la première chose ou la première préoccupation des membres d'une équipe, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on est là? Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Donc, du coup, le manager doit pouvoir être au clair à propos des finalités. Et j'aimerais donner en fait quelques éléments de compréhension par rapport à qu'est-ce qui doit être véhiculé à propos des finalités. On pense souvent, en tant que manager, de nommer ou de fixer les objectifs. On a souvent entendu des objectifs SMART, par exemple, et c'est une bonne pratique. Il faut la maintenir absolument. On parle parfois de la mission ou des buts à atteindre, des résultats qui peuvent être attendus, etc. Et tous ces éléments-là communiquent en fait le quoi, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Mais communiquent rarement le pourquoi on doit le faire. Et c'est là qu'il y a une difficulté en fait pour les managers. Une des premières difficultés, c'est que cet oubli de communiquer le pourquoi des choses fait que les gens auront nécessairement, et c'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde, je pense, si je ne suis pas au clair à propos du pourquoi je fais les choses, ma motivation, elle sera plus compliquée à mettre en œuvre. Mon implication aussi, je ne vais pas m'impliquer si je ne sais pas pourquoi je fais les choses. Mais curieusement, en entreprise, je ne sais pas pour quelle raison vraiment, on a tendance à communiquer beaucoup à propos du quoi, donc qu'est-ce qu'on va faire, mais rarement à propos du pourquoi. Et pourtant, c'est un levier qui est juste capital. Alors, les avantages attendus, bien sûr, de ces finalités, si on véhicule à la fois le quoi et le pourquoi, c'est bien sûr donner du sens au travail. Et puis, on l'entend aujourd'hui beaucoup, en tout cas moi je l'entends quand j'interviens dans les entreprises, il y a des difficultés de la compréhension du sens au travail. Et quand on questionne les gens à propos du pourquoi ils font les choses, ils ont de la peine à s'exprimer de façon très convaincante, quoi. Donc, je ne suis pas sûr que les finalités soient vraiment connues de façon harmonisée chez tout le monde dans une organisation. Chacun a sa propre perception, sa petite sauce à amener à propos de cette question. Donc, chacun a une perception des finalités, mais je ne suis pas sûr, en tout cas c'est assez rare je pense, que du haut en bas de la hiérarchie, on ait le même discours à propos des finalités. Et ça, c'est un peu une difficulté parce que bien sûr, ça touche à la cohérence en fait des actions à la fois du management, mais aussi des équipes qui sont en dessous.
Donc, en gros, si on veut assurer cette cohérence, ben, il faut véhiculer à la fois ce quoi et le pourquoi. Je ne reviendrai pas dans le détail à propos des objectifs SMART, je pense que vous avez tous entendu d'une façon ou d'une autre. Si jamais il y a des questions, on pourra toujours les aborder plus tard. Donc, en gros, je veux apporter du sens aux gens, je veux assurer une cohérence dans mon travail, ben, je communique clairement à propos des finalités. Et puis, un petit clin d'œil aussi à Maslow, pour rappeler qu'en fait, un manager, quand il fixe des finalités, donc les objectifs et les missions, etc., il n'est pas seulement en train d'organiser le travail ou d'orienter l'équipe. Il est en même temps en train de satisfaire les besoins de l'équipe qu'il est en train de conduire. Typiquement, il y a des besoins humains comme la sécurité ou l'appartenance ou encore la reconnaissance qui peuvent être touchés par le simple fait de fixer clairement ces finalités. En sachant exactement où on va, qu'est-ce qu'on va faire ensemble et pourquoi on le fait, ben on apporte de la sécurité. On apporte aussi le sentiment d'appartenance, parce qu'on est tous, d'une façon ou d'une autre, amenés à un même objectif commun. Donc, en fait, ça alimente en fait, ce besoin d'appartenance. C'est juste un petit clin d'œil pour rappeler en fait, que tous ces outils de management ne sont pas seulement des outils techniques pour arriver aux meilleurs résultats opérationnels, mais à la fois sont importants pour soutenir en fait, ou alimenter les besoins humains. Et du moment que ces besoins soient alimentés, eh ben, évidemment, l'équipe va être aussi plus effective dans son travail. Ça, c'était, je dirais, le premier de ces leviers. Le deuxième levier s'appelle les contraintes. Elles sont souvent oubliées dans les entreprises ou dans les organisations. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, quand on donne un travail à une équipe, si on ne lui donne pas les contraintes, c'est comme s'il n'y avait pas de cadre autour de son travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Typiquement, on doit tenir compte d'éléments, là j'en ai nommé quelques-uns, la législation, les normes, qui fixent en fait un cadre. Et si je ne donne pas ce cadre en tant que responsable, eh bien, je prends le risque que mon équipe va produire un travail qui n'est pas conforme à des exigences externes. En principe, les contraintes sont effectivement externes. Et là, on ne peut pas parler de facteurs de motivation à propos des contraintes. Par contre, si on ne les communique pas, le danger, c'est que, vu que le travail de l'équipe risque d'être en dehors du cadre qui devrait être respecté, le travail devrait être fait et du coup est plutôt un facteur de démotivation. Donc, si je ne communique pas les contraintes, ou que ces contraintes ne sont pas claires pour l'équipe, je prends ce risque. En gros, les avantages attendus, c'est évidemment d'assurer la conformité du travail et de réduire à la fois les écarts, mais aussi les pertes de temps qui sont dues au non-respect des contraintes. Et c'est étonnant, en fait, de voir que quand on se balade en entreprise, beaucoup de personnes ont de la peine à nommer ces contraintes ou de façon très sporadique. Et en fait, ça peut laisser l'impression en fait, que les gens n'ont pas suffisamment d'informations à propos des limites dans lesquelles ils sont autorisés en fait, à exercer en fait, une activité. On peut penser notamment à la sécurité, on peut penser à des questions liées au budget, au délai, qui ne sont pas toujours très bien connus ou fixés. Et du coup, ça induit en fait des difficultés et des tensions au sein de l'équipe. Donc en gros, ici, on est dans une idée de sécurité ou de satisfaction de la sécurité des employés. Parce qu'on a des contraintes qu'on doit respecter, on doit mettre en place, et cette fois c'est en interne, des directives. Je prends l'exemple, par exemple, de l'industrie alimentaire. Une des contraintes, c'était typiquement donné par la législation sur les denrées alimentaires, l'ordonnance sur l'hygiène, c'est qu'il y a des contraintes par rapport, par exemple, à la teneur maximale en bactéries dans une denrée alimentaire. Et ça, c'est une contrainte donc, qui est fixée par la législation. Et parce qu'il y a ces contraintes, en interne, en entreprise, on doit mettre des directives en place pour dire comment est-ce qu'on assure l'hygiène, le lavage des mains, la débactérisation des aliments, etc., etc. Et du coup, là, on est dans l'ordre des directives qui parlent en fait du comment on doit assurer le travail, comment est-ce qu'on réalise ce travail de façon à ce qu'il soit fait proprement.
et qu'on puisse respecter, bien sûr, les contraintes. Donc, les directives parlent du comment on fait les choses. On a des termes en entreprise qui sont, par exemple, ceux du processus, des procédures, des instructions de travail, ou des checklists, ou des choses comme ça. Et bien, tout ça, c'est en fait des directives qui parlent du comment. Alors, bien sûr, ça apporte une grande sécurité pour les personnes qui travaillent, hein. Une certaine reproductibilité, aussi une répétabilité du travail, une stabilité évidemment des processus, donc beaucoup moins d'erreurs qui sont en principe réalisées si on a des directives qui sont claires. Maintenant, il y a une grosse difficulté à propos des directives. La question est souvent posée, oui, mais beaucoup de directives tuent d'abord la directive, parce qu'on ne sait plus laquelle suivre, et puis ensuite, ça peut tuer aussi l'initiative et la prise de responsabilité. Quand on suit aveuglément une procédure, on peut dire, ben voilà, on a fait une erreur, mais j'ai suivi la procédure, moi je ne suis pas en cause. Et du coup, c'est vrai que cette notion de directive, elle est très difficile à maîtriser pour un manager. C'est quel est le degré, quelle est l'importance des directives que je vais mettre en place pour assurer la réalisation du travail. Trop de directives tuent la responsabilité, pas suffisamment de directives, eh bien, j'aurai facilement des dérives dans le travail, des choses qui ne vont pas fonctionner, des non-conformités, des réclamations clients, etc. Donc, c'est un peu difficile à faire le tri de quel est le bon degré de directive. Maintenant, il y a je dirais des pistes à suivre. Plus j'ai une équipe qui est autonome ou qui est, je dirais, expérimentée, plus vous avez la possibilité de diminuer l'intensité de ces directives ou leur nombre. En revanche, plus les équipes sont vis-à-vis de situations nouvelles ou des équipes qui sont neuves, peu expérimentées, ben, du coup, plus les directives peuvent leur être utiles, en assurant aussi d'ailleurs leur sécurité, hein, au passage. Donc là, il y a toute une discussion, il n'y a pas une seule recette qui est juste ou fausse à propos des directives, mais il faut savoir ajuster ce niveau des directives en fonction des situations. Et ça, c'est effectivement une des difficultés que le manager va devoir régler. Donc, au niveau des directives, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Le quatrième levier, c'est le feedback. Et j'ai coutume de dire, en fait, si je devais choisir un des 5 leviers qui est le plus important pour moi, c'est celui-là, en fait. Pourquoi? Pardon. C'est parce qu'on peut avoir des difficultés dans les 3 premiers leviers qu'on a vus. On peut être imparfait dans la fixation des objectifs, on peut être imparfait dans la connaissance des contraintes ou dans les directives. Si on a du feedback et que ce feedback fonctionne bien, eh ben on peut se réajuster. On peut réguler, en fait, grâce au feedback. On peut corriger. Tandis que si je n'ai pas de feedback, quelle que soit l'erreur que j'ai dans les autres leviers, ben, je n'arrive pas à le corriger. Donc, on perpétue l'erreur si le feedback n'est pas bien maîtrisé. Alors, l'idée, il y a un enjeu particulier derrière ce feedback, c'est effectivement son rôle sur l'amélioration continue et sur le réajustement des équipes. Alors, de quoi on parle? Souvent, quand on parle de feedback, on pense spontanément à tous les entretiens ou les feedbacks oraux qu'on reçoit, mais en réalité, il faut aussi comprendre derrière ce feedback toutes les informations que vous obtenez en retour d'une action. Ça peut être des indicateurs que vous lisez qui sont en fait rien d'autre que des informations en retour, ou des résultats d'évaluation. Tout ça, ce sont des éléments en fait qui parlent du feedback. Donc, il faut concevoir ou réfléchir comment on va mettre en œuvre ce feedback de façon à pouvoir se réajuster de façon constante dans le temps. Alors, bon, on a parlé en fait de cette fonction du feedback qui est plutôt une fonction d'ajustement. En fait, ça permet aussi, sur le plan humain, de se situer. Donc, si je reçois un feedback, j'arrive à me situer par rapport à mon rôle, par rapport aux exigences, par rapport aux contraintes, par rapport aux objectifs qui m'étaient fixés. Alors, du coup, ça a cette fonction, bien sûr, de correction ou d'ajustement, mais aussi une fonction d'arriver à se situer.
Et finalement, ça a encore une autre fonction qui est celle d'adresser de la reconnaissance à quelqu'un, lui donner un feedback, que ce feedback soit agréable ou désagréable. En fait, c'est aussi adresser de la reconnaissance à quelqu'un, c'est-à-dire de considérer son travail, de lui donner de l'importance. Si je ne donne pas de feedback, c'est aussi un message qui est c'est pas important, en gros. Donc, donner du feedback régulièrement est important, y compris quand les choses vont bien. Ça permet de quittancer et de valider ce qui se fait bien. Et du coup, l'équipe peut apprendre tout autant de ce qu'elle sait bien faire que de ce qu'elle ne sait pas bien faire. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le feedback, pas seulement quand les choses vont mal, mais aussi et surtout beaucoup quand les choses vont bien. Et ce n'est pas une histoire de passer un coup de pommade sur les gens. Je ne pense pas que ce soit forcément ce qui est recherché. Par contre, c'est d'arriver à quittancer, à valider le travail des gens. D'accord ? Donc, de souligner en fait qu'est-ce qui va bien. Et du coup, on en apprend aussi. Donc, c'est de l'utiliser effectivement à bon escient. Alors, ce que je disais à propos de la communication au début de la conférence est tout à fait vrai pour le feedback. Ce feedback, il doit pouvoir être fait de haut en bas, donc depuis la hiérarchie aux équipes, mais il doit être aussi assuré de bas en haut, de façon à faire remonter les informations, et latéralement. Donc, c'est important en fait pour que l'ensemble du système ou de l'organisation puisse se réguler. C'est important en fait que ce feedback puisse être assuré dans tous les niveaux de l'entreprise et pas seulement de haut en bas ou pas seulement de bas en haut. Donc, il faut vraiment donner une attention particulière au niveau du feedback. Si vous constatez par exemple que malgré plusieurs fois que vous avez dit les choses, que vous avez répété des directives, qu'elles ne sont pas suivies, c'est généralement parce qu'il y a un questionnement à faire au niveau du feedback. C'est-à-dire, est-ce que ce feedback est régulier, par qui il est fait, comment il est fait, et ce sont toutes des questions qu'il faudra se poser en fait quand on constate des dysfonctionnements. Le cinquième levier s'appelle les rôles. Alors, effectivement, c'est important pour chacun de nous de savoir en fait son rôle au sein de l'équipe. Ça clarifie en fait avant tout le champ de responsabilité, de quoi je suis responsable, de quoi je ne suis pas. Quand je ne le sais pas, j'ai des hésitations, je ne vais pas communiquer quand je devrais, je ne vais pas recadrer quand je devrais, ou je vais recadrer quand je ne devrais pas. Et du coup, quand le rôle n'est pas clair, on n'a pas les coups des franches et puis on ne connaît pas sa marge de manœuvre. Donc, cette clarification des rôles, elle est aussi effectivement très intéressante et importante. Elle est souvent à l'origine de conflits dans les entreprises parce que le rôle est mal clarifié, il a mal été défini. Et formellement, en fait, on a trois grandes façons d'aborder la question des rôles dans une équipe. Une façon très formelle, que tout le monde connaît, en fait, c'est le cahier des charges ou la description de fonction, où justement le champ de responsabilité est abordé, il est clarifié. Donc, en général, sur cet aspect-là, il n'y a pas trop de problème. En revanche, dès qu'on nomme quelqu'un on attribue une responsabilité particulière à quelqu'un qui est en dehors de son cahier des charges, je pense par exemple à nommer une personne qui est responsable de mener un projet à bien et que en fait ce n'est pas quelque chose qui appartient à son cahier des charges, mais qui est une activité particulière qu'il doit mener dans le cadre de son travail, eh bien momentanément, pendant la durée du projet, cette personne doit assumer ce rôle de chef de projet. Et ce rôle est souvent peu clair, il n'a pas été défini si clairement que ça, pas aussi bien que ce que peut l'être un cahier des charges. Alors, ce rôle, cette façon un peu plus informelle de parler du rôle, elle doit être clarifiée bien sûr pour la personne qui est en charge de mener à bien en fait un projet, par exemple, ou qui a la responsabilité momentanée d'une activité, mais elle doit être aussi clarifiée aux yeux des autres, parce que évidemment, ça donne une légitimité dans l'intervention que la personne va faire dans le cadre de ses activités. Alors ça, c'est une façon un peu plus informelle et qui est rarement aussi bien portée dans les entreprises. Et puis, il y a une façon, alors cette fois très très informelle de parler du rôle. Vous avez remarqué que quand vous êtes en séance, par exemple, il y a des personnes qui vont
intervenir un peu toujours de la même façon. Il y a des gens qui apportent des nouvelles idées, il y en a plutôt qui ont la tendance à critiquer en fait le travail qui a été fait. Il y en a d'autres qui ont tendance à rapporter en fait des informations très factuelles, ou d'autres encore qui ont tendance à structurer, prioriser les choses, donner du sens à l'information, etc. Toutes ces façons différentes en fait d'intervenir au sein des groupes ou au sein des équipes parlent aussi d'un rôle qui est très informel et qui ne peut pas être attribué nommément à quelqu'un, mais ce sont des rôles qui doivent exister au sein d'une équipe. Alors j'en ai relevé, pour la simplicité du modèle, 4 rôles principaux. Un rôle qu'on appelle le rôle du factuel, qui apporte justement de l'objectivité dans les groupes. Un rôle qu'on appelle plutôt du structurant, donc qui arrive à structurer, à organiser des informations, à donner du sens, à interpréter. Un rôle du critique, qui est là pour éviter qu'on aille tout droit dans le mur en ne s'apercevant pas qu'on y va. Et puis un rôle qui est plutôt très créatif, donc c'est les nouvelles idées, les nouvelles façons de faire, etc. Et pour assurer qu'une équipe fonctionne bien, il faut que ces 4 rôles soient véritablement présents. J'ai une fois été amené à accompagner un comité de direction d'une entreprise de transport qui m'avait appelé parce qu'il me disait « Ouais, en fait, on fonctionne bien entre nous, il y a une très belle entente, mais on constate qu'on doit revenir souvent sur nos décisions. Et on aimerait bien savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait faux en fait. » Et en observant un peu ce comité de direction fonctionner, effectivement, ça allait super bien, ils prenaient rapidement les décisions, il y avait une très belle entente, une très belle communication, ça passait super bien. Mais en faisant l'analyse en fait des rôles au sein de ce comité, je me suis aperçu qu'il manquait des critiques. En fait, les propositions étaient très vite acceptées sans forcément poser de regard critique sur les propositions. Et du coup, les décisions effectivement se prenaient très vite, mais sans tenir compte de tous les paramètres. Et donc, une ressource, là j'ai cité le critique, mais on peut dire la même chose à propos de n'importe lequel de ces rôles. S'il manque un de ces rôles, le groupe dysfonctionne. Donc, c'est aussi au manager d'être vigilant quand il conduit une équipe, que ces rôles soient bien présents. Et s'il constate qu'il y a une lacune dans l'un ou l'autre de ces rôles, c'est de faire intervenir l'équipe entière en disant « Ok, maintenant on va s'arrêter un petit moment ». Et c'est ce qu'on a fait avec ce comité de direction, en disant « On s'arrête maintenant un petit moment, on a discuté, on a pris des décisions ». Ou juste avant de prendre des décisions, quel regard critique est-ce qu'on peut poser sur le travail? Et du coup, c'est d'engager en fait la ressource de ce critique ou du créatif ou peu importe lequel, pour éviter en fait qu'on ait un déficit en fait d'un de ces rôles. Alors ça, c'est une façon très informelle en fait d'aborder la notion en fait du rôle dans les groupes, mais qui est très importante aussi quand on est un manager. Au passage, bien sûr, les rôles parlent d'avoir une place. Je contribue au résultat de l'équipe si j'ai un rôle, si j'ai une place, une véritable place au sein de l'équipe. Et du coup, ça a aussi comme intérêt de limiter, bien sûr, les conflits, notamment les conflits justement liés à la perception des rôles de chacun. Dernier des leviers, pas des moindres, le climat. C'est un peu une difficulté d'en parler parce que ce n'est pas un levier sur lequel j'ai un pouvoir direct. En fait, le climat, c'est juste une résultante des 5 premiers leviers qu'on a vus et qui fait qu'une équipe fonctionne dans un climat qui est agréable ou pas. Et du coup, pourquoi je l'ai mis dans un levier si on ne peut pas agir dessus? C'est parce qu'en fait, pour moi, en tant que manager, si j'ai une lecture fine du climat de mon équipe, je peux beaucoup plus facilement engager les bonnes actions et mener les bonnes réflexions à propos de quel levier, parmi les 5 qu'on a vus avant, pourrait être touché du fait d'un climat ou d'une ambiance qui n'est pas bonne. Alors, comment lire en fait le climat dans une équipe? C'est un peu compliqué. Mais j'ai trouvé un modèle intéressant qui se base en fait sur les émotions de base, les 4 émotions de base qui sont connues. Aujourd'hui, on parle de 6 émotions, mais là, je vais me limiter aux 4 qui sont à la base. Donc, la colère, la tristesse, la peur et la colère, ou la joie, pardon. Et en fait,
pour moi, ces émotions de base sont en fait des registres dans lesquels les gens vont s'exprimer ou l'équipe va s'exprimer. Une équipe qui s'exprime dans le registre de la peur, ben c'est une équipe qui va avoir de la difficulté à prendre des décisions, qui va être sur la retenue, qui va pas pouvoir s'engager en fait dans ses tâches. Ben, du coup, une lecture fine de ce climat peut nous donner des informations en tant que manager sur comment se situe l'équipe et qu'est-ce que je peux faire en tant que leader, quel levier est-ce que je peux actionner, quel levier pourrait être concerné et qui induit en fait ce climat. Donc en fait, on n'est plus ici dans la satisfaction de besoins, dans le climat, c'est plutôt l'expression des besoins au travers des émotions de base et qui font que le climat peut être effectivement difficile. Des climats de colère, par exemple, ou des registres, les personnes s'expriment dans le registre de la colère. Ben, la colère parle de quelque chose. C'est pas par hasard qu'on est en colère. En fait, c'est parce que ben, souvent, il y a eu une atteinte au territoire ou aux valeurs. Et du coup, une personne qui rentre en colère parle peut-être d'une problématique liée à son rôle, puisque le territoire, c'est son rôle, en fait. On pourrait l'associer en fait en management à son rôle. Donc, ça nous donne des indices intéressants en tant que manager pour agir juste. Voilà ce que je voulais dire à propos des 6 leviers du management. On a fait maintenant, comme il faut, 45 minutes. J'ai même pris un tout petit peu plus de temps que j'avais imaginé. J'arrive gentiment au bout en fait, des contenus que je voulais aborder avec vous dans ces 6 leviers de la conduite d'équipe. Pour l'instant, ben voilà, je vais m'arrêter gentiment là et laisser la place en fait à vos questions.